La présentation est faite, hein, quasiment. En effet, NPS Journal, on imagine mal une société savante à maturité sans organe de publication. Et puis la transition est faite avec les ateliers recherche. Qui dit recherche dit publication, et par conséquent, tout ça s'enchaîne très bien. Alors, il y a eu une première phase. Alors, c'est définir le périmètre du projet, hein. Il y a l'écran qui s'affiche, le petit écran qui s'affiche sur le mot projet. Donc la première phase a eu lieu, tout a démarré, en tout cas à ma connaissance, tout a démarré depuis le congrès de juin, si je ne me trompe pas, où il a été évoqué cette idée de créer une revue scientifique, et donc un premier groupe de travail s'est créé à ce moment-là, qui était animé par Laurence Kern, et qui a défini ce périmètre de projet, parce que entre lancer l'idée de on va faire une revue scientifique et puis définir quel type de revue scientifique on va faire, eh bien, il y a bien évidemment un pas absolument énorme, et le travail qui a été fait par ce groupe dans cette première phase a été assez important. Et donc, ça a été dit tout à l'heure, merci Alice de m'avoir défriché la nouvelle, c'est que cette revue, le projet, c'est qu'elle soit dans le giron d'Elsevier. En effet, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors Elsevier ou Elsevier, le débat fait rage, vous vous débrouillerez, on ne va pas faire à main levée pour savoir les préférences. C'est un des plus gros éditeurs scientifiques mondiaux. Donc être dans le giron d'Elsevier, c'est automatiquement être porté par une structure extrêmement importante dans le monde de la publication biomédicale en général, biomédicale au sens très large. Alors la publication sera en anglais. Là, c'est pour assurer la diffusion la plus planétaire possible, je dirais. En tout cas, c'est la langue de communication la plus pratiquée dans le monde. Et elle sera en open access, c'est-à-dire en accès libre. C'est donc un modèle. Il y a deux grands types de modèles de revue. Les modèles où la revue édite des articles qui sont ensuite vendus à des bibliothèques, vendus à des étudiants, vendus à des chercheurs. Et là, l'open access, c'est le système inverse. Ce sont les auteurs qui payent les frais de publication, qui participent aux frais de publication. Et la revue, chaque article est ensuite diffusé le plus largement possible, puisqu'il y a des droits qui sont accordés en toute liberté de reproduction, de diffusion. Les seules interdictions consistent à l'utilisation commerciale des articles et interdiction de modifier les articles. Donc un article en open access et en anglais, c'est la plus grande diffusion potentielle possible. Ça, j'accroche un peu, hein, je suis désolé sur le micro, j'ai peut-être Vous m'entendez suffisamment comme ça? D'accord, je vais éloigner parce que j'ai peut-être la voix qui porte un peu. Alors, chaque article, alors l'avantage aussi d'une diffusion en open access, c'est que on n'est pas dans la diffusion d'un numéro avec les contraintes d'avoir un éditorial, d'avoir une telle ou telle rubrique, et donc de faire un bouclage à des dates précises. En fait, ça permet la publication des articles, de chaque article au fil de l'eau. À partir du moment où un article est prêt, il peut être diffusé. Et il sera hébergé, chaque article va être hébergé sur la plateforme Science Direct, qui est une plateforme qui est gérée par Elsevier. Donc là encore, c'est un moyen de diffusion très très large. L'idée, c'est que le premier article soit prêt pour fin 2023, au plus tard début 2024. Et l'idée aussi, c'est que pour les auteurs, la première année soit gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de frais de participation aux frais de publication pour la première année, pour amorcer donc les premiers articles de la revue. Et puis, toujours dans l'objectif qu'on obtienne une indexation à PubMed Central sous 12 mois, un an. Voilà. Alors ça, c'est, encore une fois, un objectif. Les négociations sont en cours avec Elsevier, et en fait, tout dépend actuellement d'un dossier que l'on doit renseigner pour permettre aux correspondants d'Elsevier de valider le projet auprès de la direction générale d'Elsevier. Donc, on est la stratégie qu'on a à mettre en place maintenant dans cette deuxième phase, ça va être de monter ce dossier. Alors, ça a
été déjà initié avec le premier groupe. Donc il y a déjà des choses qui sont remplies dans ce dossier, mais la stratégie maintenant va consister à renseigner complètement ce dossier et à permettre donc à notre correspondant France d'Elsevier de pouvoir mettre en place et faire valider ce projet auprès de la maison mère. Alors là, vous avez la liste du premier groupe, des membres du premier groupe. Encore une fois, ce premier groupe a été piloté par Laurence Kern. Donc vous avez les différents participants. Donc certains vont faire partie du deuxième groupe, on va l'appeler comme ça pour l'instant, et je vais vous donner les éléments donc pour cette deuxième phase qu'on va initier à partir de maintenant. Alors la deuxième phase, ça va consister à structurer le fonctionnement de la revue. Et une revue scientifique, ça fonctionne avec un comité éditorial et un comité de lecture. Ce sont les deux structures qui permettent de faire fonctionner la revue. Le comité éditorial, c'est un ensemble de 6 à 10 membres, et ce comité est animé par un rédacteur en chef. C'est la cellule opérationnelle de la revue, c'est le PC de contrôle. C'est là que se passe l'ensemble de la validation des articles. Elle passe uniquement par le comité éditorial. Donc le rôle du comité éditorial, c'est la validation des articles. En amont, alors la validation des articles, bien évidemment, on ne va pas y être tout de suite. En revanche, il y a déjà les actions à mener pour le groupe qui va être créé à partir de maintenant, c'est de déterminer la ligne éditoriale, c'est-à-dire, par exemple, quels sont les types d'études qui vont être acceptées, quelles normes de présentation on va retenir, quelles instructions aux auteurs on va créer. Donc ça, c'est une co-construction que l'on va faire. C'est pas moi qui vais en décider, même si c'est moi qui anime le comité éditorial, mais c'est l'ensemble des membres, et un chiffre de 6 à 10 membres est un chiffre opérationnel, ça permet d'avoir une certaine dynamique, et puis voilà, à partir de 5, 6 personnes, et puis on va essayer de ne pas dépasser 10 personnes pour conserver une unité relativement simple à gérer. Et puis, l'action la plus importante à mener maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de monter ce fameux, ce que j'appelle le dossier Elsevier, donc on va s'y attacher. Alors le comité éditorial, les membres du comité éditorial devraient être composés de chercheurs. C'est des chercheurs parce qu'ils ont déjà une expérience en tant qu'auteurs, une expérience en tant que relecteur, voire même en tant qu'auteur et relecteur. Et donc, l'idéal serait qu'il y ait un assemblage de compétences suffisamment complet pour que ça couvre l'ensemble des champs des différentes INM. Norma, c'est le micro qui est trop bas, non? Non, c'est bon. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est de pouvoir avoir donc cette couverture complète de l'ensemble des compétences. Alors, cette demande, il y a une notion d'engagement, bien évidemment, pour les membres du comité éditorial, on en parlera tout à l'heure. Sachez que c'est quand même révocable, c'est pas un engagement à vie, donc n'ayez pas peur, je fais un appel à candidature pour ceux qui viendraient nous rejoindre. On a déjà certains membres du comité éditorial qui se sont manifestés, futurs membres, eh bien, j'attends les candidatures des autres personnes. Merci de me contacter à ce sujet, je vous indiquerai comment procéder ensuite. Alors, j'ai parlé du comité éditorial, maintenant, l'autre structure, c'est le comité de lecture. Là, autant le comité éditorial est un comité opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a une fonction en tant que groupe, autant le comité de lecture n'a pas de fonction propre en tant que groupe. En revanche, il est composé de membres et chacun de ces membres peut être sollicité par le comité éditorial en tant que relecteur. Donc là, il s'agit de constituer un pool, un ensemble de compétences, un ensemble de chercheurs. Là encore, ce sont des chercheurs dont on a besoin. Comment? Oh, pardon, oui, j'ai oublié. J'ai pas été assez inclusif. Je vais pas recommencer, Alice. Depuis le début. Bien, ok. Composé donc de chercheuses et de chercheurs, et d'auteurs et d'auteurs. Je compte sur toi donc pour me rappeler alors. Parfait. Ah oui, j'ai oublié de dire, et puis ça va tomber très bien. On va veiller à la parité
dans le comité éditorial. S'en est bien sorti, là, ouais. J'ai senti le vent du boulet donc, et de la boulette. Et ouais. On peut faire de la science et avoir un brin d'humour. Alors, oui, c'est ça, c'est indispensable. Et d'ailleurs, mais ça va être un peu comme ça dans le comité éditorial, je précise. On va travailler sérieusement, mais on y mettra, enfin, Laurent a l'habitude. Bon, on travaille un peu, on fait l'humour régulièrement. Donc, j'en étais où? Oui, appel aux relecteurs, relectrices. Donc là encore, ce sont des compétences. Ça, c'est un terme épicène, hein, compétences, donc ça va bien. Et donc, je vais montrer tout à l'heure quel est le processus de validation de chaque article. Donc, on rentre dans un système de revue à comité de lecture, bien évidemment. Il est hors de question qu'il en soit autrement. Donc, un système de peer review. Chaque article va être soumis à l'analyse critique d'un membre du comité éditorial, choisi pour ses compétences dans le domaine, choisi pour ses compétences en méthodologie. Cette relecture se fait en double anonymat, c'est-à-dire que le relecteur ne connaît pas l'identité ni l'appartenance des auteurs et des auteurs Chaque relecteur et relectrice, donc je reformule, etc. Vous avez compris. Et chaque auteur et auteur ne connaîtra pas, bien évidemment, l'identité des relecteurs et relectrices. Bien, tout ça pour que l'analyse critique se fasse sur des critères scientifiques et non pas sur des problématiques de chapelle, d'appartenance, etc. Donc, le comité de lecture, les membres du comité de lecture ont un rôle consultatif, et là, il s'agit lorsqu'on les contacte, lorsque le comité éditorial contacte des membres du comité de lecture pour les solliciter pour une relecture, eh bien, les membres du comité de lecture acceptent en fonction de leur disponibilité, bien évidemment. Et donc, on s'arrange en général pour éviter qu'ils aient plus de une à deux relectures par an. Je pense que c'est ce qui est acceptable en général. Alors, vous avez ici à l'écran, j'espère que c'est visible pour tout le monde, voilà, le diagramme de flux hein, d'un article et de la validation d'un article. Donc, la première étape, c'est l'étape de la recevabilité de l'article. Donc, les auteurs déposent l'article. Alors, l'objectif, c'est de fonctionner sous forme de workflow. Donc, un workflow, c'est un espace Internet dans lequel les auteurs déposent leurs articles et qui va garder la succession de toutes les versions. Donc ça permet d'avoir à la fois un tableau de bord de l'évolution de l'article et du processus de validation, d'avoir un suivi et d'avoir notamment une traçabilité de la validation de chaque article, ce qui est indispensable, cette traçabilité, pour pouvoir renseigner les dossiers de demande d'indexation dans PubMed et autres bases de données. Donc, étape de recevabilité, dépôt de l'article. L'article est examiné par le comité éditorial qui prend une décision, soit d'accepter l'article, en tout cas de le considérer comme éligible, soit de le refuser. Alors les motifs de refus, bien il y en a trois principaux. Soit l'article ou le domaine de l'article n'est pas dans le domaine de publication de la revue, soit l'article ne respecte pas les instructions aux auteurs, parce qu'il ne respecte pas les normes de publication, les normes de présentation. Bon, ça, des fois, c'est un rejet qui est temporaire, parce que les auteurs peuvent toujours reformuler et réécrire et proposer une nouvelle rédaction. Soit il y a des biais méthodologiques majeurs qui font que on est persuadé que l'article ne passera pas la barrière de la relecture. Donc, au cas où l'article est considéré comme éligible, eh bien, on passe en phase de relecture. Donc, on choisit, le comité éditorial sélectionne, en général, au moins 2 relecteurs et, après anonymisation de l'article, va envoyer ces manuscrits aux relecteurs qui vont donc faire une analyse sous forme de rapport et la renvoyer au comité éditorial. Lequel comité éditorial va effectuer une synthèse des rapports et puis
on va rentrer dans une phase de modification, la troisième phase, c'est-à-dire que le rapport va être adressé aux auteurs, enfin à l'auteur correspondant ou à l'autrice correspondante, bien, et pour modification, donc l'autrice ou l'auteur apporte les modifications et renvoie au comité éditorial. Alors, ça, c'est le parcours idéal où il y a, je dirais, une validation qui se fait du premier coup. Il y a parfois plusieurs allers-retours qui sont faits et avec resollicitation éventuelle des relectrices ou des relecteurs pour la vérification de certaines modifications. En tout état de cause, c'est le comité éditorial qui valide ou pas, donc qui autorise la publication. Et ensuite, bien évidemment, après validation, eh bien, ça partirait, si on est dans le giron d'Elsevier, ça partirait directement chez Elsevier, qui se chargerait de publier l'article. Donc voilà pour ce parcours. Alors, il nous reste à parler des auteurs. Donc, j'ai sollicité là, dans l'assistance, ceux qui seraient candidats au comité éditorial, ceux qui seraient candidats pour faire partie du comité de lecture, mais peut-être y a-t-il parmi vous des vocations d'auteurs. Eh bien, je fais déjà appel à soumission, enfin, la soumission, ça fait un peu, ça fait quand même, ouais. Oui, oui, ça fait un peu sadomaso, hein, mais c'est... Non, c'est soumission d'articles, hein. Alors certains pourraient se dire, mais moi j'ai pas l'habitude. Alors ceux qui ont l'habitude, qui sont déjà chercheurs, bien évidemment, ont l'habitude de rédiger. Peut-être y a-t-il parmi vous, eh bien, certaines autrices et certains auteurs qui auraient besoin d'une formation à la rédaction scientifique. Eh bien, je crois que ça fera l'objet d'ailleurs de l'intervention suivante, puisqu'on a dans les tuyaux un projet de formation à la rédaction scientifique. Je crois que l'intervenant suivant va en parler, avec Hervé Maisonneuve en plus, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est, je pense, le pape de la rédaction scientifique et de la rédaction médicale depuis des années et des années. Voilà, donc je dirais que tout est prévu. Je vous laisse mon adresse mail de contact. Voilà. Ça fonctionne. Elle a été créée il y a à peu près 2 heures. On a vérifié donc avec Alain Arnory que ça fonctionnait bien. On a fait un petit échange là. Donc journal, vous pouvez le prononcer en français, alors NPIS Société. Donc attention, il n'y a qu'un seul S, on ne double pas le S.org. Donc vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours aussi me contacter puisque je suis sur le stand de la revue de l'ostéopathie encore jusqu'à vendredi. On peut toujours donc en parler dans les couloirs. Sinon, contactez-moi, envoyez-moi un mail et puis nous discuterons de la manière dont vous pouvez faire partie de l'aventure. Voilà. Donc bienvenue au club si vous venez de rejoindre. Merci.